Bienvenue à la semaine 5 de contenu. T'es presque rendu à la fin. Puis pour vrai, honnêtement, si tu t'es rendu jusque-là, je suis vraiment, vraiment heureux pour toi parce que ça veut dire que tu as maintenant défini beaucoup plus clairement ton entreprise. Tu as compris c'était quoi les principes fondamentaux pour bâtir une marque solide en ligne. Tu as vu comment créer ton persona. Tu as aussi choisi ta plateforme sur laquelle tu vas commencer à créer ton contenu puis développer ta marque. Puis tu as même créé ta stratégie de contenu dans les détails de tes thématiques, tu as les 6 paramètres qui sont mis en place, puis je suis excessivement heureux que tu sois rendu ici. Si par hasard tu savais déjà tout le reste avant, puis tu commences la vidéo d'aujourd'hui en étant, si tu commences par contre ton aventure en étant la semaine 5, tu voulais juste savoir comment évaluer les résultats, ce que je vais te parler va probablement pas faire de sens à moins que tu aies déjà une stratégie de contenu en place, puis ce que tu veux, c'est savoir comment justement analyser les chiffres ou qu'est-ce qu'ils veulent dire selon ma perspective. Alors, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va discuter des métriques, des KPI, qu'est-ce que ça veut dire les KPI, et de l'imputabilité pour te donner une recette gagnante dans ta stratégie de création de contenu, mais aussi comment évoluer dans les prochaines étapes que tu vas devoir prendre. Fait que sur ce, commençons. Donc, avant de commencer dans ce module-ci, j'aimerais vraiment juste que tu comprennes qu'est-ce que le mot KPI veut dire. KPI, c'est un terme anglais. Ça veut dire Key Performance Indicator, avec un S parce qu'il y en aura plusieurs dans ce cas-ci, comme tu peux voir sur l'image derrière. Il y a plusieurs indicateurs de performance. Puis c'est aussi simple que des indicateurs, dans le fond, qui vont te permettre d'évaluer si la performance d'une action que tu prends est rentable, satisfaisante ou pas du tout, ou tu sais, vraiment pour avoir un avis objectif sur les résultats que tu obtiens. Maintenant, tu n'as pas nécessairement le contrôle sur les résultats que tu obtiens basés en analysant le KPI, donc l'indicateur. Par contre, tu as un contrôle sur les actions que tu vas pouvoir prendre quand tu vas arriver à devoir choisir quel type d'objectif tu veux, puis si les chiffres, justement, ils satisfait en fonction des résultats que tu obtiens. Fait que c'est ça l'idée ici. Mais avant ça, il va exister deux options pour que tu puisses analyser tes statistiques. Tu vas pouvoir utiliser le modèle Google Slides que je vais te fournir gratuitement. Dans le fond, lui qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un framework sur lequel j'utilisais pendant les 5 dernières années. Puis là, si tu écoutes ça en 2025, ça fait plus que 5 ans. Mais bref, que j'utilisais avec mes clients pour documenter puis tout catégoriser leurs statistiques dans un rapport que j'ai créé moi-même basé sur ce que j'ai remarqué qui était important comme KPI. Puis en plus de ça, je vais donner les KPI, les indicateurs de performance, qui ont été les plus importants à dénoter pour la stratégie de contenu de tous mes clients. Puis, l'autre option, c'est sûr qu'il existe des logiciels qu'on appelle automatisés, donc les logiciels en ligne, n'importe quel logiciel qui peut analyser certains indicateurs de performance. Ça peut être bon comme option. J'en connais, mais j'en utilise pas, donc j'en recommanderais pas parce que t'en as pas de besoin, selon moi, quand tu commences, surtout quand tu commences à créer ton contenu. Si tu es à l'étape où tu dois analyser énormément de métriques, tu as plusieurs tunnels, si on veut, de conversion, tu as plusieurs channels de communication, donc l'endroit où est-ce que tu crées du contenu, tu fais des publicités, tu veux catégoriser les efforts. Honnêtement, tu sais, Google Slides, Google Sheets, un petit tableau dans les deux cas, ça fait 99% du travail parce que les autres options, en fait, que tu aurais qui automatiseraient certains trucs peuvent te coûter jusqu'à 100-200$ US par mois. Écoute, c'est une question de temps, c'est une question de qu'est-ce que tu valorises. Moi, je crois que c'est pas nécessaire parce que ça prend 10 minutes par mois faire la comptabilisation, 10-15 minutes par mois de comptabiliser tes stats. Encore moins long quand t'as pas beaucoup de plateformes. Donc, sur cette ligne d'idées, je ne te suggère pas de commencer avec un tel logiciel, surtout si tu ne fais pas de publicité et tu ne collectes pas de stats que plus que sur 2 plateformes. En fait, l'idée ici, c'est d'être le plus efficace possible, d'être le plus lean en tant que tel, en analysant tes données, donc tous les chiffres que tu vas recueillir, afin d'en tirer des conclusions utiles pour t'aider à améliorer ta stratégie de contenu et aligner tes efforts de business aux besoins. Il va y avoir un effet secondaire ici qui est on pourrait dire un apprentissage parallèle, mais ça va être l'imputabilité. Si tu es en mesure de comptabiliser tes statistiques au moins une fois par mois, dans le fond, qui prend environ moins de 15 minutes, ben, tu vas être, par conséquent, imputable envers toi-même, qui a une immense valeur positive sur la qualité de tes efforts que tu vas mettre dans ta business, puis contrer probablement plusieurs mauvaises habitudes qu'on peut avoir en tant qu'humain, c'est-à-dire de procrastiner, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder 6 éléments. On va regarder les grandes catégories de KPI au niveau de la business, du marketing et du branding. Pourquoi je te parle des 3? Parce que je pense que c'est important que tu comprennes c'est quoi des KPI de business et puis après ça de marketing pour acquérir des clients avec des activités payantes en tant que telles. Et au niveau, puis quand je dis activité payante, je vais pas te dire exactement quoi faire dans les détails, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu devrais mesurer si tu fais des activités payantes. Parce que ça,
C'est des éléments de connaissances, c'est des connaissances que tu devrais savoir avant de faire peu importe n'importe quel investissement en dollars publicitaires. Et KPI, c'est vraiment basé sur ce que, le branding, c'est vraiment basé sur ce que nous, on va faire comme action. Donc, on veut créer du bouche-à-oreille organique, viral, si possible. Après ça, on va regarder d'où proviennent les résultats, fait que de tes input versus output. Puis ça veut dire qu'est-ce que tu mets dans la machine et qu'est-ce qui en sort. Donc, on pourrait parler de style de création de contenu, et quantité, etc. Après ça, on va regarder comment déterminer les 3 KPI à toi, les 3 sur lesquels tu devrais commencer, selon moi, les 3 que tu devrais utiliser. Ça, c'est pas nécessairement par plateforme, mais c'est plus de manière générale. De manière générale, quand tu regardes ta business de haut. Après ça, bien entendu, on va se rendre jusqu'aux KPI qui sont micro. Donc, je vais te montrer toutes les KPI que tu pourrais avoir ou voudrais avoir par plateforme en tant que telle. Après ça, on va regarder c'est quoi la raison pourquoi il existe de mauvais KPI, puis comment contrer cette espèce de petits bobos-là. Et on va regarder comment comptabiliser les statistiques à chaque mois. Fait qu'en même temps de regarder tes KPI, je vais te montrer dans le rapport comment comptabiliser tes propres statistiques. Ça va vraiment vite, là. Tu vas voir, ça va très, très vite. Puis après ça, pour finir, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres-là? Tu sais, c'est bien beau toutes les comptabiliser, mais comme il va en ressortir quoi concrètement pour toi pas comme raisonnement, mais ouais, comme raisonnement basé sur l'observation et l'analyse de ceux-ci. Donc, commençons avec les KPI de business marketing et branding. Au travers de toute la formation que je vais te montrer aujourd'hui, là, je vais te présenter quelques concepts en survol qui ne touchent pas directement à ta création de contenu. Par contre, je crois que c'est pertinent que tu les comprennes afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur ta business aussi. Bien entendu, je n'irai pas dans les détails de ces sujets. Par contre, je t'invite à faire des recherches de ton côté si tu veux en apprendre davantage. Tout d'abord, premièrement, là, un KPI, comme je mentionnais au tout début, un KPI ou un indicateur de performance clé, un Key Performance Indicator, c'est une unité de mesure qui est quantifiable de la performance dans le temps pour un objectif spécifique. Très important de comprendre ça. Fait qu'un objectif qui est quantifiable et spécifique, calculé dans le temps, idéalement. Fait que ça pourrait être, par exemple, un objectif sur 30 jours, que tu as le contrôle sur le nombre de minutes que tu veux travailler dans une certaine catégorie de tâches, quelque chose comme ça. Fait il va exister plusieurs catégories de KPI à analyser. Il y en a des plus importantes que d'autres, c'est très subjectif à un certain point. Il y en a, par contre, à la base, qui sont hyper importantes de savoir, qui sont pas très subjectives, que c'est des choses que tu dois être au courant. Par contre, la profitabilité de ton entreprise, est-ce que tu fais des profits pour pouvoir manger, survivre et être un peu à l'abri des tempêtes puis des pandémies mondiales, si on veut, là. Il y a aussi les KPI, par contre, que nous, on va regarder aujourd'hui, c'est sûr au niveau de ton entreprise, ton marketing et puis de ton branding, ton image de marque, ton identité, ta marque en tant que telle. Les KPI de ton entreprise, ils peuvent, par exemple, être le taux de closing d'un nouveau client, c'est-à-dire quel pourcentage de tes clients potentiels est-ce que tu convertis en clients, ton closing rate. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que tu as le contrôle sur le nombre d'appels de vente ou de outbound, d'activités de vente, si on veut, que tu vas pouvoir faire, de cold call, de messages privés. Peu importe l'activité que tu vas vouloir faire, ce qui est dans ton contrôle, là, ou même que ce soit des publicités payantes, des publicités Facebook, des choses comme ça. T'as pas le contrôle sur le closing rate. Par contre, tu peux savoir c'est quoi ton closing rate pour savoir quoi améliorer dans ce que tu mets dans la machine. C'est-à-dire que si tu as un closing rate qui est pas bon, donc mettons tu aurais 10% de ton closing. Bon, peut-être que tu es un mauvais vendeur, peut-être que tu poses pas les bonnes questions, peut-être que tu n'as pas les bons prospects ou les bons clients devant toi. Fait que tous ces éléments-là peuvent être des éléments qui te font réfléchir à savoir selon ton KPI, qui est ton closing, il peut t'aider à savoir si tu as quelque chose à améliorer dans ta machine qui est ton entreprise, tu sais. C'est un exemple d'un KPI pour ta business. Fait on pourrait aussi on pourrait aussi vouloir savoir c'est quoi ta situation en termes de cash flow. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, du cash flow, c'est dans le fond, c'est ton argent qui est libre, si on veut, dans ton entreprise. Après tes dépenses et des impôts que tu vas devoir payer après une période de temps. Bon, là, il y a des entreprises qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils dépensent au complet. Il y a plein de contextes dans lesquels on pourrait voir ça comme étant quelque chose de plus... comment je pourrais dire? On pourrait voir le cash flow comme étant quelque chose de plus stratégique, niveau fiscal, comptable et tout, mais dans la mesure de notre exemple ici, là, tu veux savoir combien tu as de cash dans ton compte de banque que tu peux utiliser pour faire grossir ta business. Fait que ton free cash flow, ton cash flow qui est libre ou le cash flow qui est net, c'est-à-dire après dépenses ou impôts. On va juste rester sur ce niveau de compréhension-là. Pour savoir, justement, c'est quoi que tu devrais ou tu pourrais prendre comme décision dans ton entreprise, tu sais. Aussi, tu pourrais aussi vouloir savoir d'où viennent tes prospects. Tantôt, j'ai élaboré sur ton closing rate, mais ici, c'est plus, c'est-à-dire, c'est quoi la source des actions marketing ou de branding, donc toutes tes actions plus organiques, affiliation, bouche à oreille, etc., etc.
d'où ils viennent, ces gens-là, puis juste de comprendre le chemin vers lequel en fait, le chemin qui vient vers toi, qui a le plus de clients qui viennent, mais peut-être que ça pourrait te permettre de savoir justement comme mais moi, le marketing d'affiliation, c'est ce qui est le plus payant peut-être pour ma business. Écoutez, ça dépend de chaque business, bien entendu. Peut-être d'autres, ça va être des références, peut-être d'autres, comme je parlais dans un Q&A récemment, en fait, dans la formation que j'ai offert à d'autres clients, d'autres étudiants, pardon. Donc, qu'est-ce que j'expliquais? Je l'ajout des bonus à l'offre de service de d'autres partenaires. Fait que c'est-à-dire que si tu, I don't know, si tu es photographe de mariage, par exemple, puis tu te dis, OK, comment je pourrais faire pour avoir plus de clients? Bon, là, tu te dis, OK, ben où est-ce que les clients qui ont besoin de mes services vont aller dans leur cheminement de vie? Mais peut-être que les clients qui ont besoin de photos de mariage sont des clients qui vont acheter une robe de mariage ou un suit de mariage, si c'est un homme ou une femme. Dans ce cas-ci, peu importe. L'idée, c'est que toi, en tant que photographe de mariage, tu ailles voir la personne qui vend les robes de mariage et tu leur dis, hey, regarde, je donne un 25% de rabais. Ça peut être un rabais, ça peut être une séance gratuite, ça peut être un 10 photos. Les 10 premières photos que tu vas offrir à la mariée sont gratuites, etc., etc. L'idée, c'est de bonifier l'offre de quelqu'un d'autre par ce que tu fais qui pourrait être un bonus à leur offre, ce qui va t'amener des clients gratuitement. Fait que là, on pourra en parler plus stratégiquement. C'est quoi le coefficient de viralité que ça va donner, tout ça, pour savoir comment que tu peux être positif, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais une action d'affiliation, qu'est-ce que ça te rapporte? Bref, je n'irai pas dans les détails parce que c'est pas pertinent dans l'exemple d'ici, mais si tu veux qu'on en parle, on pourrait en parler dans les Q&A. Je reviens à ma salade ici, là. Donc, ce genre de KPI-là, tu sais, d'où la provenance de tes prospects, ce genre de KPI-là, si tu les analyses à chaque semaine, mois, année, je te recommande de le faire à tous les mois pour commencer, ben, ça va te permettre d'avoir un aperçu rapide sur la santé de ton entreprise en quasi temps réel. Puis je vais t'inviter aussi, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, à partir de ce module-ci, tu vas avoir un devoir de définir tes propres KPI pour ton entreprise. Pas nécessairement pour ton marketing de contenu, mais j'aimerais ça que tu détermines 3 KPI pour ton entreprise. Donc, ta business, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu sais? Spoiler alert, ça a souvent rapport avec les ventes. Les ventes puis l'acquisition de clients. Et le cash flow, en fait, pour la comptabilité. Dans mon cas, personnellement, en fait, j'utilise les KPI suivants pour garder un œil sur la santé de mon entreprise. Je veux savoir, regarde, ça donne un exemple, là, la source de génération de clients. Où est-ce que mes clients viennent le plus? Est-ce que c'est du bouche à oreille? C'est-tu de ma création de contenu? C'est-tu du organique? Etc. Je veux savoir. Je veux savoir mon net cash flow, donc mon argent liquide après dépense. Qu'est-ce qui est réellement à moi dans mon compte de banque? Je veux savoir combien j'ai de références, pour savoir si, justement, le produit que je vends en vaut assez la peine pour que les gens en parlent à leur réseau. Puis, anciennement, dans ma business de consultation, ce n'était que comme ça, réalistiquement, que j'avais des clients. C'était tout le temps sur des références. Un client m'amenait 2-3 clients, puis j'ai grandi dans les 5 dernières années comme ça. J'ai été vraiment chanceux, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de prospection puis cold calling, mais quand je regardais de haut après ça les résultats, je remarquais que le taux de closing basé sur les références, il faisait juste c'était beaucoup plus élevé que le reste des actions marketing que je faisais. Fait 80-20 encore ici. Ensuite de ça, je voudrais savoir c'est quoi les ventes que j'ai faites par produit. Dans mon cas, je vends le programme qui est la formation que tu écoutes en ce moment. Et puis, il y a mon mastermind que je t'ai pas encore parlé, mais le mastermind, c'est la deuxième étape. C'est une fois que tu as fait partie de la formation que tu fais en ce moment, puis que tu voudrais qu'on discute encore plus d'un niveau plus high level sur ta business, c'est beaucoup plus business que branding, ben à ce moment-là, c'est un autre produit que j'ai à vendre. C'est pour des clients qui sont à peu près à 10 à 15 000 de revenus par mois minimum. Puis, le dernier KPI que je regarde, en fait, je regarde le pourcentage de satisfaction de mes étudiants. Tout indicateur qui me permettrait de dire que les gens ont un niveau de satisfaction qui n'est pas nécessairement basé sur le support à la clientèle, le service à la clientèle. Tu sais, des fois, quand tu vas dans des applications que, hey, comment est-ce que vous avez trouvé qu'on a fait? C'est pas des problèmes que je règle, mais c'est plus un feeling sur le pouls de la qualité du produit que les étudiants me disent, me donnent comme feedback. C'est comme, hey, Simon, mettons un étudiant que j'ai, pour pas le nommer, il dit, hey, Simon, je suis vraiment heureux. Après avoir fait la semaine 2, j'ai transformé mon entreprise de service en produit. J'ai déjà fait une vente de 400 après le premier essai. Là, j'étais comme, imagine si tu fais ça après plus qu'un essai, tu sais. Imagine l'exponentialité de cette chose-là, tu sais. Fait que, bref, le niveau de satisfaction, pour moi, très important. Et c'est important de savoir que je comptabilise ces KPI-là à chaque semaine. Ça me prend à peu près 5-10 minutes par semaine. Fait que c'est pas très long, puis ça me permet de savoir sur quels efforts devrais-je faire la semaine suivante. C'est un petit peu l'idée derrière ici. Fait que ça, c'était l'idée pour les KPI de niveau business. Maintenant, je vais te parler des KPI niveau marketing. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre? Il y a 3 éléments que
que j'aime utiliser puis expliquer aux gens, puis qui est quand même adapté à la réalité d'aujourd'hui dans le monde du marketing numérique, c'est premièrement le coût par acquisition, le CPA, le lifetime value sur les profits bruts, et puis à quel point tu peux acquérir des clients en 30 jours rapidement avec ton 30-day cashback. Ça, c'est des principes que j'ai appris, en fait. C'est pas nécessairement des principes que j'ai appris récemment, nécessairement d'une personne, mais c'est des principes que j'ai appris au travers les 5 dernières années que j'ai transformés et repriorisés. Ça, selon moi, ce sont les 3 principes qui sont les plus importants et qui ont le plus d'impact sur ta perspective de ton marketing. Donc, commençons. Coût par acquisition CPA. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a d'autres. Là. Il y a d'autres KPI marketing que tu pourrais avoir, mais ceux-là sont les plus chauds, si je peux dire, pour te permettre d'avoir une idée visuelle dans la tête. Donc, le coût par acquisition, le coût pour acquérir un client, dans le fond, ce chiffre devrait englober tous les frais afférents à acquérir un client. Fait que là, on pourrait dire là, que ça me coûte, mettons, je sais pas moi, 500 $ par mois en logiciel. Non, mauvais exemple parce que tu veux l'amortir sur la quantité de clients que tu vas avoir. Fait que ce que tu voudrais ici, tu voudrais savoir basé sur, en fait, c'est tes frais fixes, littéralement. Là, tous les frais fixes que ça t'a coûté pour acquérir un tel client, que ce soit la commission de tes vendeurs ou la commission que tu te donnes à toi-même si c'est ton salaire, l'équipement que tu as besoin d'acheter pour faire tes présentations, bref, tout l'amortissement de ça sur une période donnée que tu vas vouloir te donner, ça va te donner ton coût par acquisition. Puis je vais arriver avec un exemple ici. Comment je pourrais te donner comme exemple? Coût par acquisition, dans la mesure de ce qu'on fait en marketing, ça pourrait être que si, par exemple, ça te coûte... En fait, je pense que je donne un exemple juste après. Ah oui, je donne un exemple juste après. Fait que ça va être beaucoup plus clair que je t'explique les concepts puis je donne l'exemple juste après. Ensuite de ça, le deuxième élément, c'est le lifetime value. Lifetime value of gross profit. Ça, c'est un ajout que j'ai pris de Alex Hormozy, un entrepreneur qui est incroyable. Si tu aimes le contenu, je fais la promo pour lui sur YouTube là, parce que c'est vraiment, vraiment bon ce qu'il fait. C'est en anglais, il parle de business surtout puis d'acquisition de clients. Lui, dans le fond, il regarde la durée de vie, la valeur, dans le fond, de profit brut sur un client à travers sa vie totale de ton entreprise, mais vraiment, il met de l'emphase sur le profit brut. Parce que c'est bien beau de savoir qu'un client te dure, je sais pas moi, 8 mois, mettons, il reste 8 mois client avec toi dans ton entreprise, mais ça veut pas dire que tu as fait 8 mois de profit sur lui. Peut-être que ton coût par acquisition a été couvert dans les 2-3 premiers mois, puis seulement après 3 mois que tu commences à faire du profit avec un client. Ça, c'est souvent vu dans les entreprises de SaaS, les logiciels, où est-ce qu'ils vont payer cher en publicité pour acquérir des clients, puis que c'est seulement après un certain montant dépensé du client qu'ils vont faire du profit. Mais nous, on est intelligents ici. On veut savoir exactement, jour 1, combien est-ce que de profit on va faire avec un client pour savoir combien est-ce qu'on devrait dépenser pour l'acquérir au maximum. Tu pourras regarder cette vidéo-là 2 ou 3 fois pour bien maîtriser ça parce que tu vas voir dans le monde réel que ça fait tellement du bien quand tu te rends compte que tu es profitable relativement rapidement dans tes activités marketing. T'enlèves un gros stress, en fait. Ici, là, le but, ça va être de t'assurer que tes efforts soient rentables, puis tu devrais toujours faire plus de profit brut sur la durée totale de la vie de tes clients que ça te coûte pour l'acquérir, right? Sinon, tu n'es pas profitable, donc l'entreprise ne pourra pas survivre. Si, je vais te faire un exemple juste rapide ici, là, si tu dépenses 500 $ comme CPA, comme pour acquérir un client, mais que le profit brut de tes clients, c'est 430 $ sur sa durée de vie viable, mettons qu'il dépense un certain montant, puis ça donne, le calcul ferait que ça te donne 430 $ de profit brut. Si tu fais le calcul rapidement, tu es 70 $ dans le trou, dans le rouge. Ça veut dire qu'à chaque client que tu acquéris, tu perds 70 $. OK. En tant que solopreneur, si tu es une entreprise de produits ou de services, il y a des phases dans lesquelles, si je fais une bémol ici, là, il y a des phases dans lesquelles tu voudrais peut-être être en mode croissance. On va souvent voir ça dans les modèles d'entreprises qui sont en hyper-croissance, quote-unquote, où est-ce que ça leur dérangera pas de perdre l'argent pour acquérir des clients parce qu'ils savent qu'après une certaine masse critique de clients, ils vont avoir un certain niveau de rentabilité de balancier qui vont peut-être vendre la compagnie avec leur quantité de clients, même s'ils sont pas rentables, ou se faire acheter par une plus grosse compagnie qui va diminuer les frais d'opération. Bref, il y a plein de stratégies vraiment plus avancées, tout dépendamment de ton modèle d'affaires. Mais en tant que solopreneur, quand tu commences, souvent, c'est ta main qui est utilisée pour faire le produit ou le service, et puis c'est tes frais fixes, puis tout ça. Donc, si tu veux, du moins, te survivre relativement longtemps et tu n'as pas de cash pour investir de plus que ta carte de crédit, par exemple, sur ta business, ben, je te conseille d'être profitable le plus rapidement possible. C'est ce qui fait le plus de sens pour, anyway, avoir une business qui va avoir une durée de vie à long terme, pour penser puis pouvoir voir dans le futur que ta business, elle va être rentable et profitable à long terme. C'est toujours l'objectif, la profitabilité à long terme. Par contre, il y a des stratégies qui voudraient venir brimer ça au début, mais c'est pas ce que je recommanderais, honnêtement, dans 99% des cas, parce que la réalité, c'est que si tu n'es pas profitable à un certain moment,
peut-être que tu vas abandonner. Peut-être que le marché va changer, qui va faire que ton offre n'est pas intéressante. Fait que là, tu as juste une belle grosse pile de dettes. Puis, je peux pas voir dans quel monde est-ce que cette stratégie-là de s'endetter pour avoir de l'hypercroissance est pas nécessairement très risquée. Puis ça, c'est vraiment un élément que tu dois prendre en considération, c'est le niveau de risque que tu es prêt à assimiler ou à associer ou à avaler, si on veut, en faisant certaines stratégies. Moi, personnellement, j'aime quand un produit est profitable, un service est profitable le plus rapidement possible. Ça me permet de bien dormir la nuit. That's it. Après ça, l'autre point, des petites tangentes, désolé. L'autre point, c'est le 30-day cashback. Donc, le retour en 30 jours sur ta dépense en acquisition. Fait que si tu es capable d'obtenir un retour en liquidité, donc en cash in the bank, sur tes frais d'acquisition en moins de 30 jours, tu peux théoriquement autofinancer ton entreprise avec une carte de crédit, par exemple, et la rembourser en 30 jours sans payer d'intérêt. L'idée ici, là, c'est pas d'utiliser une carte de crédit, là, c'est l'idée que tu dépenses toujours moins que ça te coûte d'obtenir un client. Fait que ce qui est vraiment important, c'est que tu aies un mode, en tout cas ici, un modèle d'acquisition de clientèle qui est viable pour ton entreprise, profitable pour ton entreprise. Ce qui voudrait dire ici là, que si tu dépenses, mettons, 200 $ par mois, je vais donner un exemple après le plus complet, mais tu dépenses juste pour le point ici, pour faire une image claire dans ta tête. Là. Si tu dépenses 200 $ pour acquérir un client, puis ton profit sur ce client-là, pardon, ton profit sur ce client-là est de 500 $ en moins de 30 jours, ça veut dire que tu aurais pu mettre 200 $ sur ta carte de crédit, obtenir 500 $ en moins de 30 jours et avoir un profit de, mettons, là, qu'on regarde les chiffres, puis super simple, là, de 300 $ brut en moins de 30 jours. Ce qui veut dire que si tu dépenses 1000 $ dans le même 30 jours avec le même modèle, bien entendu que s'il n'y a aucun changement, que le marché reste le même, puis tu as fait tes calculs de prévision, puis ça donne exactement ça, puis tu es 99% certain que ça va arriver, c'est une game de risque encore. Ça dépend au début quand tu n'as pas de chiffre, qu'est-ce que tu es prêt à assumer comme risque, right? Est-ce que tu es prêt à risquer sur toi-même que tu vas réussir, tu sais, basically, là. Fait que, mettons que tu fais le 1000 $, puis ça te coûte 1000 $ à acquérir les clients, mais tu fais 5 clients, c'est-à-dire tu obtiens 5 clients, 5 clients x 500, ça veut dire 2500 $ moins 1000 $, donc tu as un 1500 $ de profit après 30 jours. C'est ça l'idée, là. Fait un ratio idéal qu'on voudrait obtenir ici pour ce genre, ou avoir pour ce genre de KPI-là, serait au moins 3 pour 1. Fait que dans toutes tes belles petites théories ici, là, cible au minimum le 3 pour 1 pour ton coût par acquisition à ton LTV, à ton lifetime value. Donc, c'est-à-dire que tu devrais générer 3 fois le montant de ton profit brut par vente à un client. Je vais te montrer un exemple juste après. Fait que sur les 30 premiers jours de tes activités de dépenses marketing. Fait que c'est encore plus intense que juste 1 pour 1 ici, là. Puis quand je dis 1 pour 1, je dis, mettons, tu dépenses 200 $, tu obtiens un retour de 200 $ de profit brut. Fait que là, c'est comme 1 pour 1, ça s'annule, right? Fait que tu veux encore plus. Tu veux que ça soit, dans l'exemple d'ici, je vais te donner l'exemple ici, puis ça va faire plus de sens. Tu pourrais même faire pause à cette partie-là, puis juste te rappeler, juste réétudier ce framework-là. Donc, si tu fais 60% de profit brut sur une vente, tu as 1000 $ de LTV, ce qui veut dire 600 $ comme profit brut. Puis, mettons, je vais juste le mettre dans d'autres mots, là. Ça veut dire que si tu fais en général 60% de profit sur une vente, puis que ton client, sur sa vie durable totale dans ton entreprise, pendant qu'il est client, il dépense 1000 $. Ça veut dire que tu fais 600 $ de ce 1000 $-là, right, comme profit. Donc, si tu fais ça divisé par 3, tu te rappelles la règle du 3 pour 1, ton ratio de 3 pour 1, ton ratio idéal, fait que ça voudrait dire que tu devrais être capable, ou tu dois au minimum être capable d'acquérir un client pour moins de 200 $. Ça voudrait dire que tu pourrais donner 200 $ de commission à un vendeur. Ça pourrait dire que tu pourrais, considérant qu'il n'y a pas de frais additionnels pour de la pub, là, mettons, là. Mettons que c'est une référence, puis tu dis, hey, check, close les ventes qui rentrent les inbound, mettons. Ça voudrait dire que tu pourrais mettre 200 $ en publicité Facebook si c'est toi là, qui commence puis tu ne payes pas un montant de plus. L'idée ici, c'est que ça englobe toute la dépense de coût par acquisition dans le 200 $ ici, par client, pour t'assurer d'être profitable, mais aussi de pouvoir faire croître ta business. Fait que si tu es capable d'obtenir le 200 $ en moins de 30 jours pour acquérir un nouveau client, fait que si tu es capable d'obtenir ce 200 $-là là, sur un client qui va te donner 1000 $ de over sa durée de vie. Puis fais attention parce que tu veux pas nécessairement financer la durée de vie moyenne d'un client potentiel parce que la réalité, c'est que si tu dépenses, en fait, ça dépend à quel point tu es confiant.
Ça pourrait être un beau débat. Fait que si, par exemple, tu obtiens ton retour sur le cash là, de ce profit-là, là, si tu l'obtiens en moins de 30 jours, fine, cette stratégie-là fonctionne. Mais si tu obtiens le 600$ sur plus de 3 mois, I guess, ou est-ce que au minimum, au mois 1 ou dans les 30 premiers jours, tu couvres tes frais, donc le 200$, ça peut être risqué. Ça peut être risqué parce que tu risques de pas nécessairement avoir les mêmes métriques, les mêmes statistiques à tous les mois. Tu risques pas nécessairement d'avoir le même LTV de profit à tous les mois. Ce qui veut dire que potentiellement, si tu l'étires sur 6 mois à la place, ben, dans 6 mois, pardon, dans 6 mois, peut-être que ton coût par acquisition réel aurait été plus bas ou plus élevé. Ça, c'est à considérer parce que si c'est plus bas ou plus élevé, ça devient risqué. Fait que pour rendre les choses simples, essaye le plus possible, comme je disais ici, en 30 jours, d'avoir un retour sur ta dépense d'acquisition. Ça va te permettre de voir rapidement si ton coût par acquisition est le bon. En fait, basé sur la réelle profitabilité de ton produit ou service. Comme je mentionnais avec l'exemple de la carte de crédit ici, c'est pas une recommandation d'utiliser une carte de crédit sans réfléchir aux conséquences, mais plutôt une illustration pour te permettre de visualiser que tu dépenses pas réellement ton argent pour acquérir un client. C'est les clients qui payent pour se faire acquérir, littéralement. Tu récupères en moins de 30 jours la dépense que tu as créée pour l'acquérir. Puis c'est ce que tu dois retenir ici. Tu dois être hyper vigilant à ce que ton processus d'acquisition soit profitable le plus rapidement possible pour ne pas t'endetter, justement. C'est le grand, grand, grand danger, ça. C'est les gens, si tu penses que tu t'endetteras pas en faisant des activités sans savoir ton coût par acquisition, red flag. Fait que, personnellement, c'est le ratio que j'utilise, autant pour les références, autant pour les montants que je donnerais aux affiliés, etc., etc. Fait que c'est un ratio qui est comme minimal. Puis, hey, écoute, si tu es capable d'avoir un ratio de 20 pour 1, là, all good for you, ça veut juste dire que tu fais beaucoup plus de profit, tu sais. C'est ça, c'est le ratio que j'utilise parce que ça te force à améliorer la rentabilité sur tes efforts marketing en tout temps. Ton but devrait être d'augmenter le gap de ton ratio. Tu voudrais que ça te coûte 20 fois moins que le profit d'acquérir un client. Tu voudrais que ça te coûte 30 fois moins dans le meilleur des mondes. Puis là, ça pourrait être encore plus élevé dans un meilleur des meilleurs des mondes, mettons qu'on spécule. Là. Mais en résumé, si tu collectes plus que ton coût pour acquérir d'un client en moins de 30 jours, non seulement ton entreprise est profitable, mais si tu sais que tu peux dépenser encore plus pour acquérir encore plus de clients dans ces mêmes 30 jours-là. Petit Eureka Moment, là, ça c'est comme la phrase en tant que telle. Fait que si parmi ces 3 indicateurs de performance-là, tu remarques une anomalie, tu sais que tu as simplement quelque chose à corriger dans ton entreprise. Que ce soit moins dépensé pour acquérir, que ce soit changer ta profitabilité, améliorer tes opérations. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir changer dans ta business. Je suis pas coach de business, malheureusement. Je peux pas te dire exactement qu'est-ce que tu devrais faire. Par contre, j'ai que mon expérience qui peut m'aider là-dedans, puis les études que j'ai faites. Maintenant, parlons des KPI de branding. Les KPI de branding sur lesquels on va se baser où on va porter une attention beaucoup plus particulière, donc qui va être important pour nous, ça va être les résultats directs. En fait, ce seront les résultats directs de nos efforts de création de contenu pour bâtir notre marque sur des médias sociaux. Principalement, c'est ce qu'on a appris à faire, right? Fait que c'est ce qu'on va analyser. C'est-à-dire la relation entre ton audience et tes contenus basés sur les KPI suivants. On va regarder l'engagement, la croissance de ta communauté, parce que la croissance de ta communauté, même si tu n'as pas le contrôle ni sur l'engagement, si tu n'as pas le contrôle sur ces 2 KPI-là pour le résultat en tant que tel, c'est un indicateur qui va te permettre de savoir si les efforts que tu fais en input, fait que tu sais ce que tu mets dans la machine, ils sont adaptés pour le résultat que tu souhaites avoir. Fait que tu pourras jamais dire « Ah, j'aimerais ça avoir un taux d'engagement de 85%. » Mais tu vas pouvoir remarquer quand tu as un taux d'engagement de 2% que tu pourrais améliorer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 50 variables en testant une à la fois là, pour voir que ça augmente ou pas ton taux d'engagement. C'est ça l'idée ici. C'est qu'est-ce que tu peux changer comme input pour avoir un output qui est beaucoup plus représentatif de l'objectif que tu as. Fait que le ROI, le retour sur investissement, le return on investment sur tes efforts, est-ce que tes efforts en contenu te rapportent un certain retour sur ton investissement d'un point de vue plus qualitatif, soit par une meilleure qualité de client, un déclin en frais d'acquisition, un coût par acquisition qui est moins élevé. Si tu n'as pas à payer de la publicité pour acquérir un client, ça veut dire que ton branding fonctionne. Puis c'est ça qui a fonctionné pour moi dans les 5 dernières années. Donc, création de contenu
se présenter devant des clients potentiels, puis ça m'a permis de générer environ 500 000 en 3 ans quand j'ai commencé ma business jusqu'à un certain plateau, là. Puis après ça, ça s'est stabilisé. Mais les premiers 500 000 que j'ai générés en vente, ça a été basé sur la relation que j'avais avec les clients. Donc, le retour, le frais pour acquérir des clients était pratiquement à zéro. Ce qui est fascinant aujourd'hui quand j'y repense en regardant en arrière. Fait que tu vas aussi pouvoir avoir une meilleure conversion de tes prospects vers les services ou les produits que tu as à vendre. C'est-à-dire qu'un taux de closing qui va être plus élevé sans faire plus d'efforts. Parce que là, peut-être que le message que tu vulgarises puis tu véhicules en ligne est de plus en plus clair. Tu donnes confiance aux gens. Puis c'est ça l'objectif avec le marketing, le branding dans notre cas. C'est qu'on veut bâtir ta marque. On veut s'assurer que les gens qui se font éduquer parce que tu as à leur enseigner ou leur montrer ou les divertir, ils développent une relation de confiance. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on disait d'une marque? C'est pas ce que tu dis que c'est ce qu'ils disent que c'est. Fait que s'ils disent que ça vaut la peine ce que tu as à faire, ton ROI sur tes efforts, il va être positif. Puis très bon, en fait. Fait que, maintenant, tu calcules ici, là, pour l'engagement. Comment est-ce qu'on calcule le taux d'engagement? On va faire la moyenne du total des interactions avec tes 9 dernières publications. Pourquoi je dis les 9 dernières? Parce que c'est souvent sur les 9 dernières que tu vas avoir mis une certaine... pas une certaine assiduité, mais tu vas avoir mis un certain standard de qualité dans ce contenu-là parce que tu vas avoir créé tes contenus en lot. Fait que tu vas techniquement ou théoriquement avoir un même style au travers tes 9 dernières publications, ce qui fait en sorte qu'après les 9 dernières publications, tu pourrais vouloir améliorer quelque chose dans ce que tu avais fait pour la prochaine fois avoir un meilleur taux d'engagement. Fait que je dis 9, mais ça pourrait être toutes celles que tu as fait dans une période donnée aussi. Fait qu'un mois. Fait que combien tu as fait de publications dans un mois pourrait être ton total de publications. Fait que dans ces publications-là, tu veux calculer le total des interactions. C'est quoi les interactions? Les interactions, quand on parle de médias sociaux, c'est les j'aime, les pouces, là, toutes les émotions sur Facebook, sur Instagram, tout ça. LinkedIn, il y a plein d'émotions aussi, ils ont copié Facebook. Là. Facebook a un nouveau nom, d'ailleurs, apparemment. Au moment où j'enregistre ça cette semaine, Facebook s'appellera plus Facebook. Donc, toutes les interactions, c'est-à-dire les mentions j'aime, les pouces, les partages, les messages, les envois de messages en privé, donc tout ce qui a été calculé, si on veut, comme un clic, une action prise avec ta publication. C'est-à-dire, je le disais justement ici, là, puis tu veux diviser ça par le nombre total de tes abonnés, donc la grosseur de ta communauté sur cette plateforme-là, multiplié par 100, égale ton pourcentage d'engagement. Je fais un petit graphique sur la prochaine slide que tu vas pouvoir voir plus visuellement aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu peux les comparer à ton industrie et ou à toi-même pour en améliorer justement, pour améliorer ta stratégie de contenu à chaque mois ou à chaque période d'évaluation. Si tu le bases sur une période mensuelle que je te recommande, en analysant ton taux d'engagement, tu pourrais dire, OK, hey guys, équipe, moi, me, myself and I, ce mois-ci, on est à peu près à 2,5% de ton engagement. J'aimerais ça qu'on se rende à 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le contenu? Est-ce qu'on peut ajouter des appels à l'action? Est-ce qu'on peut penser à un contenu qui est beaucoup plus relatable, que les gens ils ont plus d'intérêt à consommer ou à lire ou à entendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement le taux d'engagement? Ça va te faire réfléchir ces chiffres-là ici, les KPI ici. Fait que t'as mon beau dessin ici. Fait que si on regarde à gauche, le ratio d'engagement, c'est égal au nombre total d'interactions divisé par le nombre total d'abonnés sur une plateforme donnée en tant que telle, fois 100. Ça va te donner un pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le pourcentage que tu devrais vouloir améliorer ou juste regarder la fluctuation d'un mois à l'autre. Puis oui, j'ai fait un... comme ça. Fait que, si je continue, la croissance de ta communauté, c'est aussi simple que l'augmentation de tes abonnés sur une plateforme. C'est souvent un bon indicateur de performance en tant que tel, quand on parle de croissance de communauté ici, là. Parce que c'est un bon indicateur de performance parce que ça englobe plusieurs micro-KPI, des petits KPI qui pourraient être sous ce KPI-là macro, si on veut, qui est la croissance de la communauté. C'est-à-dire la qualité de tes contenus, l'opinion de l'audience qu'ils ont envers ceux-ci, puis plusieurs autres facteurs qui feraient en sorte qu'ils choisissent de s'abonner à toi versus une autre personne. Peut-être que ce que tu dis est très tendance en ce moment. Tu surfes sur une tendance qui est très populaire, très peut-être controversée ou polarisée. Bref, plein de KPI potentiels que tu pourrais, si tu es un petit peu maniaque des chiffres, vouloir noter puis analyser pour savoir qu'est-ce qui a donné vraiment ces résultats-là. Mais si on regarde d'un point de vue plus global, la quantité d'abonnés que tu as sur une certaine plateforme, c'est en général un bon indicateur que les gens aiment ce que tu fais. C'est tout. Les humains aiment ce que tu fais s'ils te donnent leur seal of approval, leur sceau d'approbation que « Hey, j'aime ce que cette personne a fait, je vais le suivre. » ou « L'entreprise, je vais la suivre. » Petite bémol ici. Quand tu regardes une plateforme comme YouTube, le pourcentage de rétention ainsi que le nombre de vues qui proviennent des vidéos où tes vidéos sont suggérées par l'algorithme sont les deux KPI les plus importants, plus que ton nombre d'abonnés. Ça, c'est pour YouTube spécifiquement. Parce que ceux-ci auront un impact direct sur la croissance de ton audience.
Fait que tu vois ici, là, la bémol dans ce cas-ci, c'est que c'est pas toutes les plateformes qui ont le même qui devraient accorder le même degré d'importance aux abonnés que tu as sur une certaine chaîne. Oui, ça reste un indicateur important, mais sur YouTube, ce qui va te permettre de grossir en tant que tel, c'est si les gens, ils trouvent tes vidéos, fait que par le moteur de recherche de YouTube, mais aussi si YouTube remarque que les gens ils cliquent plus souvent qu'autrement sur ta vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont le recommander à d'autres, le suggérer à d'autres personnes de manière algorithmique, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider, tu sais. Ça va vouloir dire que tes abonnés, par le fait même, vont augmenter en proportion directe de la quantité de gens qui ont été suggérés, qui se sont fait suggérer tes contenus. Fait que là, ça veut dire que, je recap, ton pourcentage de provenance basé sur des vidéos qui sont suggérées et par le moteur de recherche, ça devrait être plus important que ton nombre d'abonnés quand tu analyses certaines vidéos. Ça veut dire qu'il y en a qui génèrent plus d'abonnés que d'autres. Donc, c'est à évaluer, puis c'est bien important. Maintenant, le ROI sur tes efforts, ben, c'est une conclusion que tu vas être capable de tirer en analysant de haut, là, fait qu'on va regarder de haut, les résultats de tes efforts. Fait ici, je vais te suggérer de garder un œil sur les conséquences sur ta vie, dans le monde réel. C'est quoi les conséquences sur ta vie et sur celle de ton entreprise afin de mettre en place une stratégie de contenu telle qu'enseignée et d'observer les changements qui arriveront. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire, est-ce que si tu passes plus de temps à faire, mettons, tu passes 4 heures de plus par semaine à faire des pièces de contenu, est-ce que le retour que tu obtiens, c'est-à-dire plus d'abonnés, plus de clients, plus de gens qui engagent dans ta communauté, plus d'abonnés sur ton infolettre, plus d'abonnés sur ta page Facebook, ben, est-ce que ce KPI, cet indicateur de performance-là qui augmente, le ROI, c'est-à-dire le retour sur cet investissement-là, qui augmente, est-ce que c'est au détriment de la qualité de ta vie? Est-ce que tu es capable, de tes relations personnelles ou du statut de ta business, est-ce que si tu investis plus de temps à créer de contenu une semaine, tu remarques que ton entreprise est en déclin, pas parce que tu fais plus de contenu, mais parce que tu portes moins attention peut-être à un autre département de ta business, qui est les ventes peut-être. Fait que, ici, là, c'est une douce balance qui est vraiment, vraiment important. Il faut que tu sois capable de regarder. Tu trouves ce que Tim Ferriss il dit, là, c'est le minimal effective dose. Fait que c'est la dose minimale efficace d'effort versus résultat qui donne le maximum de satisfaction dans un certain champ de retour sur investissement donné. Fait que, mettons, là, je donne un exemple concret. Là. À chaque semaine, j'ai environ 4 heures par semaine que j'alloue à la création de mes vidéos YouTube. Puis ça, c'est excluant le editing, là, l'édition des vidéos, je l'envoie en sous-traitance. Fait que je passe 4 heures par semaine à faire de la recherche, planification, rédaction et enregistrement de ma vidéo par semaine. Si je passe 20 heures par semaine à faire des vidéos YouTube, j'aurai peut-être pas autant de clients que si j'en passe 4 heures, comme qui reviennent, mettons, vers moi ou qui, quand j'approche quelqu'un qui dit « Ah, j'ai vu tes vidéos, je trouve ça vraiment cool, tu sais, fait que j'achète tes services. » Ben, ça veut dire que peut-être que si je passe 4 heures de ma semaine d'en faire des vidéos, ça a un bon retour sur investissement pour moi, selon mon objectif. Puis que le reste du temps, le reste du 16 heures, mettons, je fais de la prospection ou de la vente, ben peut-être que là, mon entreprise, elle va grossir, puis peut-être que je devrais pas faire de la vente à des heures où je devrais vouloir passer du temps avec ma famille, peut-être. Fait que l'idée ici, c'est de balancer les efforts pour avoir les résultats les meilleurs résultats possibles en fonction de ta capacité d'y mettre des efforts, tu sais. Fait que, oublie pas, dans le fond, que cet aspect-là ici de ROI sur tes efforts, si ça porte pas fruit, le concept de porter fruit, c'est que si tu as justement les résultats souhaités, tu sais. Puis, oublie jamais cet aspect parce que si tes efforts portent fruit, les résultats ne seront pas linéaires, mais plutôt exponentiels. Ça, c'est la beauté du branding. Surtout basé sur le ROI de tes efforts, c'est que tu peux publier une vidéo qui va continuer à te rapporter des vues à perpétuité tant que YouTube existe dans ce cas-ci, tu sais, puis sans avoir à mettre plus d'efforts dedans. Fait que ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'après un certain moment, quand tu as plusieurs nouvelles vidéos, mais les résultats sont plus juste j'ai une vue à chaque semaine, c'est que j'ai une vue par vidéo à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, tu as de plus en plus de vues par vidéo parce que tu as plus de vidéos. T'sais. C'est l'idée ici. Ouh! C'était beaucoup de strategy, I know. Maintenant, de où est-ce qu'ils vont venir ces résultats, tu sais? Ben, tes résultats, en fait, puis ici, on va regarder comment déterminer tes KPI, là, si tu veux choisir d'autres KPI qui ne sont pas ceux que je t'ai déjà présentés. Ben, tes résultats vont provenir de tes efforts à maintenir la promesse que tu t'es faite. Et non, et ou à toi, là, mais ou à ton partenaire d'imputabilité que tu as regardé à la semaine 1. À maintenir, justement, ta stratégie pour au moins 90 jours. N'oublie pas la promesse qu'on s'est faite. Tu dois être en mesure de créer du contenu de manière constante pendant 90 jours dans la mesure où c'était l'objectif que tu t'étais donné. Il faut que ce que tu as à faire se fasse réalistiquement de jour en jour, de semaine en semaine, pendant 90 jours pour voir si ce que tu fais est bon, pour pouvoir avoir une perspective de vue d'ensemble de tes efforts, si c'est rentable pour ta business.
Ensuite, pour améliorer tes chances d'obtenir des bons résultats, puis de laisser justement tes efforts parler, de générer des résultats justement pour développer ton image de marque, voici 3 trucs que je vais te donner pour mettre en place des éléments de succès, si on veut, dans ta routine quotidienne. Fait que, premièrement, j'aime toujours dire, nourris ton cerveau de nouvelles informations qui est relative à ton industrie, justement, soit des nouvelles idées aussi. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est que dans ma situation, j'aime me donner un micro-objectif, si on veut, à quotidien, de lire l'équivalent de 1% d'un livre ou d'apprendre l'équivalent de 1% d'un livre à chaque jour. Quand tu y penses, le 1% à chaque jour, c'est beaucoup de nouvelles connaissances sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. T'sais. Parce que plus tu te tiens à jour, dans mon cas, en stratégie et tout, ben, plus je peux, et plus je développe mes connaissances par le fait même, puis mon expérience, ben, plus que je vais avoir de valeur pour mes clients. Même chose pour toi, plus tu apprends à perfectionner ton art, ton talent, tes skills, justement, tes compétences, tes habiletés, ça marche autant en marketing que dans ton industrie à toi, ben, plus tu vas avoir de valeur pour les clients qui vont vouloir acheter ce que tu as à vendre. T'sais. Ensuite de ça, j'aime apprendre à développer, en fait, j'aime apprendre à développer mes compétences de pédagogue, on finit par le dire. Pédagogue étant comment est-ce que j'enseigne, justement. Fait que les méthodes d'enseignement qui vont te permettre à toi, la personne qui regarde cette vidéo-là, de bien comprendre puis bien d'assimiler. Puis par le fait même, pour moi, le bénéfice, c'est que je vais bien vulgariser, du moins j'ose croire, les informations qui vont être utiles le plus possible à toi pour bâtir une audience engagée avec tes contenus. L'idée ici, c'est que plus j'améliore mes compétences de pédagogue, théoriquement et en pratique, plus tu es capable de comprendre ce que je dis. Plus tu es capable de comprendre ce que je dis, plus ce que tu vas faire, donc l'appliquer dans le monde réel, va marcher puis va avoir des résultats, right? Fait que pour ça, c'est important pour toi aussi. Fait que quand tu es un solopreneur, quand tu commences en business ou quand tu as une business, la clarté dans la manière dont tu vulgarises ce que tu as à dire, autant pour ton équipe que pour tes potentiels clients, si on veut, tes prospects, ben, ça va juste être bénéfique pour savoir si c'est un fit ou pas avec toi. Puis on revient à la marque et le fit, tout ça. Il faut que les gens ils sentent qu'il y a un fit, mais pour qu'ils sentent s'il y a un fit ou pas, il faut que ça soit clair ce que tu dis. Mais pour que ça soit clair ce que tu dis, il faut que tu sois capable de bien vulgariser qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vends. T'sais. C'est un gros cercle, toute cette histoire-là. Tout s'embrique là, avec les éléments que je rajoute ici. Là. Fait que l'importance, en fait, aussi, ça ne pas oublier, parce que je l'oublie relativement saisonnièrement, en fait, là, l'importance entre la balance et entre ton corps et ton esprit. Afin d'être au sommet de ton art, sois alerte à ton hygiène de vie et sois à l'écoute de ton corps et esprit. Ce qui veut dire alimentation top-notch, si tu veux performer, bien entendu. Repos, hyper important. Fait que le plus tôt possible, je suis capable de me coucher le soir. Le plus facile, ça va être de savoir que je vais avoir une bonne journée le lendemain, à moins que j'ai une mauvaise nuit de sommeil. C'est un autre détail. Là, les ourarings de ce monde pourront analyser ça puis m'aider à me donner des cues. Mais souvent, pas de sucre, une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, pas trop de café trop tard. Techniquement, pas de stress. S'il n'y a pas de stress dans la vie personnelle ou relationnelle, ben, ça devrait être correct le sommeil, en général, bien entendu. Moi qui ai une maladie. Mais bref, il y a plein d'exceptions, mais l'idée, c'est qu'une bonne qualité de repos, ça te permet aussi d'avoir une bonne qualité d'alimentation qui te permet de bouger. L'exercice, très important pour justement maintenir ton corps et esprit. Méditation ou hypnose. J'aime beaucoup le micro-hypnose parce que c'est une forme de méditation, si on veut, qui te permet d'être concentré sur l'état que tu veux être. Donc, d'aller chercher cet état-là versus d'essayer de te créer par toi-même cet état-là par la méditation. Bref, j'ai pas étudié la différence entre la méditation et la micro-hypnose, mais j'aime beaucoup les effets de l'hypnose que ça a sur moi. Si je peux juste dire ça comme ça. Ainsi que, je mentionnais brièvement tantôt, la qualité de tes relations. Très, très, très important. Ces 3 éléments-là, fait que te nourrir de bonnes informations, développer tes compétences de pédagogue pour bien vulgariser l'information, puis maintenir une balance entre ton corps et esprit, ben, ça va te servir d'outils très tangibles. C'est des outils très tangibles pour atteindre les résultats que tu souhaites obtenir avec ta stratégie de contenu et aussi ta business en général, pour bâtir ta marque. Fou pareil, hein? Plus tu connais d'éléments qui servent à ton audience, plus ça les aide, plus tu es capable de leur expliquer clairement pour qu'ils les comprennent, plus ils ont de résultats, plus tu améliores la qualité de ton être et de ton esprit puis de ton corps en tant que tel, ben plus tu es capable de nourrir ton cerveau, plus tu es capable d'aider plus de gens à développer plus de compétences et le fameux cycle de retour sur investissement de ces 3 éléments-là vont être efficaces pour ta vie. T'sais. Fait que maintenant, si on continue ici, là, comment est-ce qu'on pourrait déterminer tes 3 KPI? Ben,
maintenant que tu as une meilleure compréhension de l'univers des KPI en général, il est temps de déterminer les 3 KPI de ta marque. Dans la catégorie branding, pour y arriver, je t'invite à déterminer ton objectif macro. Fait que si tu ne l'as pas déjà fait, qu'est-ce que c'est ton objectif sur 90 jours que tu aimerais obtenir ou arriver à maintenir? Par exemple, si tu veux produire une vidéo par semaine pendant 12 semaines, ça pourrait être un objectif 90 jours, ton objectif macro qu'on pourrait dire. Fait que ce type de KPI, fait que d'indicateur de performance, est mesurable et atteignable pour moi, là, ici, parce que l'accès à l'atteinte de cet objectif est contrôlable. Tu es responsable d'atteindre ce résultat. C'est ça l'idée ici, c'est que c'est moi qui est responsable de créer une vidéo par semaine. Si j'avais dit 3 vidéos par semaine sur 12 semaines, à un moment donné, j'aurais choqué, puis j'en aurais pas fait 3, puis là, j'aurais été démoralisé parce que j'ai pas atteint mon objectif, parce que là, j'ai blablabla, plein d'excuses, puis là, j'aurais commencé à bouder. Ça, c'est psychologique, là, puis ça m'arrive aussi des fois, là. J'aurais comme commencé à vouloir continuer à le faire, puis j'aurais commencé à vouloir abandonner parce que là, 3, c'est trop, je me trouve des excuses, je fais d'autres choses, je suis fatigué, ci, ça. La réalité, c'est que 1 par semaine, je suis capable de le faire pendant plus que 12 semaines. Ça va faire peut-être bientôt 30 quelques semaines que je le fais une fois par semaine. Bon, excluant la lune de miel puis l'histoire du mariage, là, mais c'est un détail. Ça a été quelque chose que j'ai observé par moi-même, qu'un moins gros objectif, capable de le maintenir sur plus longtemps, a beaucoup plus d'impact sur autant ma vie que par les apprentissages parallèles, mais aussi dans la qualité de l'audience que je suis en train de bâtir. T'sais, mon audience, elle a triplé en 12 semaines dans les premières vidéos que j'ai mis qui ont commencé à être pertinentes et avec de la valeur. T'sais. Bref, petite tranche de vie. Ici, c'est important que tu accordes plus d'importance aux KPI dont tu as un contrôle direct sur les résultats versus ceux que tu n'as pas de contrôle. Fait que le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube, par exemple, c'est pas là-dessus que tu devrais mettre tous tes efforts. Puis tu devrais peut-être plus mettre tes efforts sur la qualité de tes contenus ou combien de contenu est-ce que tu es capable de produire. Don't get me wrong, là, la réalité, c'est que tu voudrais peut-être savoir c'est quoi la fluctuation de ta quantité de nouveaux abonnés. Ça peut te donner, en regardant en arrière, un indicateur sur la performance de tes contenus. Par contre, quand tu commences, ton premier objectif devrait être contrôlable. Il devrait être... en fait, tu ne devrais que d'avoir des objectifs qui sont contrôlables et des KPI, donc qui ne sont pas contrôlables, si tu veux avoir un indicateur sur la santé, comme je te mentionnais, de ta business ou de ta marque. C'est deux concepts qui se chevauchent, mais qui sont pas pareils, tu sais. Important de faire la distinction. Les KPI basés sur quand tu commences, ça devrait être des objectifs qui sont mesurables, ici sur 90 jours, et d'autres KPI en parallèle, ils devraient juste être des chiffres qui te donnent un aperçu rapide de la santé de ton entreprise ou de ta marque. De cette manière, tu sauras quoi faire pour corriger le tir et améliorer tes chances d'atteindre ton objectif. C'est une des manières, ou sinon la manière de savoir si tu as le bon objectif tout simplement à la base et quoi faire pour corriger la situation si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Très important. Une fois que ton KPI macro va être déterminé, je vais t'inviter à choisir 2 KPI micro qui te serviront de checkpoint, entre guillemets, là, sur le chemin de l'atteinte de ton KPI macro. Qu'est-ce que je veux dire? Mais comme j'expliquais juste avant, tel que ici, le nombre d'abonnés en relation avec la quantité de publications et le nombre d'impressions. En d'autres termes, est-ce qu'il existe une relation entre la quantité de tes publications, donc ton objectif de quantité de publication, versus le nombre d'impressions, c'est-à-dire combien de gens ont été sujets à voir cette publication-là, pas nécessairement les comptes atteints, mais devant combien de personnes est-ce que ça a été mis. Et c'est une petite distinction qui est importante à faire qu'on va faire plus tard là, dans les statistiques. Et le nombre d'impressions que celle-ci génère pour augmenter tes abonnés. Fait que là, tu veux regarder ça. Fait que là ton KPI, c'est quoi? Là? Ton KPI, là, c'est le nombre de nouveaux abonnés basé sur la quantité de publications. Fait que si ton objectif, c'est une publication par semaine, puis à chaque mois, tu obtiens 30 abonnés, est-ce que si tu fais 3 publications par semaine, tu vas obtenir 90 abonnés ou 150 abonnés? Si le chiffre est disproportionnellement plus élevé dans le résultat que l'effort, ça vaudrait la peine probablement d'augmenter ta quantité d'efforts. Donc, plus de publications pour exponentiellement plus de résultats. C'est l'idée ici. Tu peux l'appliquer à ce que tu as besoin de faire dans ta business ou dans ta stratégie de contenu, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce que sont de mauvais KPI? Quand on parle de KPI ou de mauvais KPI, mais c'est possible que certains ne fassent aucun sens pour quelqu'un à l'extérieur de ton entreprise, mais qui sont totalement légitimes pour toi.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu pourrais avoir des KPI dans ton entreprise qui sont plutôt qualitatifs. Donc, selon la qualité de ce que tu fais de tes efforts, une évaluation personnelle, fait qu'un feeling, quote unquote, à ta situation auquel tu accordes un niveau d'importance basé sur ta propre perception. Fait que ton feeling et ta perception. Fait que là, ça, c'est pas des choses que quelqu'un de l'extérieur peut quantifier, right? Ensuite de ça, tous les indicateurs de performance n'ont pas besoin de toujours être liés au succès financier de ton entreprise. Tout dépendamment de tes raisons de faire ton entreprise, ton marketing et tout, peut-être que tu veux juste aider les gens, peut-être que tu n'as même pas besoin d'argent, puis que ce que tu veux, c'est savoir comment atteindre le plus de gens possible pour en aider le plus possible d'un point de vue charitable, peu importe ton objectif ici. Là. C'est correct de continuer à faire quelque chose qui ne te rapporte pas un ROI positif financier. Si tu as en retour, tu obtiens une satisfaction quelconque. Comme je disais, si tu n'as pas besoin d'argent, ça ne sert à rien de regarder les chiffres financiers, outre que pour savoir si c'est... on se rappelle, les indicateurs au niveau de la business, que si tu n'es pas profitable, tu ne pourras pas faire cette activité d'affaires-là longtemps parce qu'elle ne survivra pas. Mais si tu es profitable, puis c'est pas un retour sur investissement de 20 pour 1 versus notre objectif minimal de 3 pour 1, ben c'est pas grave en tant que tel. Il n'y a pas de conséquences ici. Là. Si t'es positif, tu grossis tout le temps, puis t'es heureux avec ça, c'est correct. T'sais. Ici, on pourrait appeler ça des différents KPI. Par contre, si tu veux analyser le succès financier de ton entreprise, je vais te suggérer, puis en fait, n'importe qui te suggérerait d'utiliser les KPI qui vont te permettre de savoir si ce type de résultats-là sont bons ou pas. Fait que, tout dépendamment de ton objectif, ton KPI pourrait changer. Puis le point que je voulais amener ici, c'est que ça se peut que de l'extérieur, il y a des gens qui trouvent que ça fait pas de sens. Ils vont dire ça, tu sais. Ça fait pas de sens, ces indicateurs de performance-là. Ta business, blablabla, mais ils n'ont pas ta perspective. Fait que c'est important que tes KPI, si tu veux en mettre des qualitatifs, que tu les partages pas avec ta grand-mère parce qu'elle comprendra peut-être pas, à moins qu'elle, si elle comprend le chapeau, tu me le diras, j'aimerais vraiment ça savoir. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est l'idée ici. C'est pas plus compliqué que ça. Tu veux déterminer tes propres KPI, tu veux qu'ils soient le plus objectif possible basé sur ton objectif à toi, l'objectif que tu veux atteindre, ton but. Mais dans la mesure... c'est ça. Je vais pas extrapoler pour rien. Maintenant, je vais te parler du rapport de performance. Fait que là, ça, c'est une grosse partie. Ça, c'est le rapport de performance que tu vas obtenir, pouvoir télécharger dans les ressources. Là. Sous la vidéo, il va y avoir ce rapport de performance-là. Puis, je vais te l'expliquer. Puis, je vais t'expliquer la logique derrière les éléments de stratégie, de statistiques, sur lesquels on va vouloir comptabiliser puis analyser sur une période de 90 jours. Fait que pas nécessairement un mois après l'autre, c'est mois 1, mois 2. On va regarder tout le temps sur 3 mois. Parce que sur 3 mois, tu as une corrélation entre l'amélioration de tes efforts que tu as mis. Fait que peut-être tu t'es amélioré en photographie dans dans les 60 premiers jours, si on veut, puis tu commences à récupérer les résultats après 90 jours, peut-être. Donc, ici, comment c'est structuré, c'est que, je l'appelle rapport de performance, tu peux mettre le nom de ton entreprise ici. J'aime mettre une période visée, puis j'aime toujours prendre les statistiques le premier du mois. C'est juste plus facile de savoir que le premier du mois, tu comptabilises tes statistiques. Puis toutes les plateformes, souvent, ils comptabilisent automatiquement, c'est pas toutes, là, mais ils comptabilisent automatiquement les mois comme une période fixe donnée. T'sais. Fait que des fois, il y a des mois de 30 jours, 28 jours. Ça te fait juste te dire, mettons, les résultats de janvier, les résultats de février, mars, avril, etc. Fait que c'est juste plus facile comme métrique, comme méthode d'analyse. Après ça, j'aime mettre la raison d'être du client parce que souvent, quand tu regardes tes chiffres, c'est intéressant de savoir c'est quoi ton brandscape. Fait que, tu sais, moi, j'aide les solopreneurs à bâtir une marque en ligne en les aidant à créer une stratégie de contenu profitable pour leur business. C'est ça l'idée, tu sais. Fait que je mettrais ça ici, t'sais. Après ça, j'aime tout le temps me donner à moi ou à d'autres clients, là, quand je le faisais en consultation, c'est 3 objectifs qu'il y avait le mois précédent et puis 3 objectifs pour le mois courant. Juste 3. 3 choses que je veux améliorer ou que je vais recommander d'améliorer dans cette période donnée-là. Si tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as amélioré 10 éléments que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas juste donné des objectifs sur une base mensuelle. T'sais. Fait que c'est des choses qui sont réalistes et atteignables en moins de 30 jours. C'est important de le garder en tête. Aussi, j'aime mettre les top et flop. Je trouve ça vraiment drôle comme top et flop du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Puis ça va être tout le temps la meilleure publication du mois, toutes plateformes confondues sur lesquelles tu vas utiliser, qui a le mieux performé en termes d'engagement et de portée. Fait que souvent, celles qui ont le plus d'engagement, ils ont le plus de portée. Ça vient de pair, right? Parce que plus tu as de portée, plus tu as d'engagement potentiel. Fait que je rajouterai le screenshot pour couvrir le petit ajouter screenshot ici. Puis aussi le flop, je voudrais mettre la publication qui est la moins performante en termes d'engagement et de portée. Je voudrais la mettre là parce que ça me donne un indicateur de c'est quoi ma pire publication,
Ben, pas un indicateur, mais ça me donne une idée de quel type de contenu ou quelle publication a été la moins bonne. Puis s'il y en a plusieurs qui sont similaires, là, ben, je cherche pas celle qui est. Tu sais, dans le fond, il va en avoir une, peut-être qu'il y a comme 30 personnes atteintes, l'autre 31. Ben, tu peux mettre celle qui a 30, mais l'idée, c'est que ces types de contenus-là ne performent pas nécessairement comme tu le souhaiterais. Fait que peut-être que c'est plus large que juste une publication ici. Fait que tu mets la meilleure, tu mets la moins bonne, tu regardes qu'est-ce que tu peux en apprendre de ça, puis souvent, tu vas remarquer que, peut-être que, tu vois, là, en fait, ce week-end, je donne un exemple, j'ai été, entre guillemets, viral pour moi, mais j'ai été viral dans la mesure où j'ai un taux d'engagement très élevé, plus élevé que la normale sur une publication. J'expliquais en gros que, en quelques lignes sur Twitter, ça a été enregistré en octobre 2021, j'expliquais en gros que j'ai recommencé à télécharger Instagram puis TikTok pour analyser le comportement que j'avais en consommant le contenu sur la plateforme. Puis je trouvais ça intéressant de remarquer que à chaque fois que je voyais un Reels, surtout les Reels, quand tu scroll up, là, tu regardes les vidéos, puis chaque fois que je riais, c'est comme ça c'est vraiment drôle, puis là, je l'avais le goût de le partager à quelqu'un, ça me donnait un petit rush de dopamine que je recherchais après, tu sais. Fait que là, je regardais ça, je suis comme, oh shit, ça me fait penser au hardcore gambling. Tu sais, comme le gambling de slot machine dans les casinos, où est-ce que t'espères que la prochaine fois que tu vas faire descendre la crainte, que tu vas avoir gagné le gros lot, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh shit, ça a clairement un impact négatif à long terme, ça va sûrement mal finir, ça. Puis là, à peu près, il y a une dizaine de personnes qui se sont mis à commenter, et partager, retweeter, liker la publication. Puis là, j'ai fait genre, pourquoi ça a marché, ça? Ben, ça a marché parce que, santé mentale, c'est un thème qui est hyper important, ou en fait, hyper tendance, si je peux utiliser le terme de branding. Ici, c'est très tendance, le concept de santé mentale. Et c'est relatable. Ça veut dire que d'autres personnes qui font la même activité que moi quand j'ai analysé ça, le vivent aussi, ils se rendent compte que shit, il a raison. Moi aussi, quand je fais ça, je le recherche après le feeling. Fait que ça, là, ça m'a permis de réaliser que le concept de tendance que je vous ai parlé à la semaine 2, ou la semaine 1, le concept de tendance plus la relatability, fait à quel point les gens ils connectent avec ce que j'ai dit, c'était une bonne formule pour créer du contenu engageant sur Twitter. J'ai eu un taux d'engagement de 10% sur Twitter. Fait que ça veut dire, puis en moyenne, j'ai à peu près 2,7% de ton engagement sur Twitter. Ça veut dire que ça a été 5 fois meilleur que ma précédente publication. Puis ça a été purement banal, mais c'est quelque chose que je ressentais personnellement. Fait que ça, c'est intéressant. Quand tu regardes les publications qui fonctionnent vraiment bien, il y a clairement quelque chose en dessous, stratégiquement, qui te permet de savoir qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour les prochaines. Maintenant, regardons les chiffres. Ici, Google My Business, qu'est-ce que c'est pertinent pour ton entreprise? By the way, je vais mettre dans les chapitres ici chaque nom de plateforme. Fait que tu peux aller à celle qui est pertinent pour toi. Fait qu'ici, sur Google My Business, qu'est-ce qui est important? C'est le nombre de publications que tu mets. Fait que dans toutes les plateformes, le nombre de publications que tu vas mettre est important selon moi parce que c'est le premier indicateur de performance sur lequel tu as le contrôle et puis que tu es capable d'évaluer si t'en as mis assez ou pas assez. T'sais. Dans le rapport, tu vas pouvoir augmenter le nombre de mois aussi. Si tu veux le faire sur 12 mois, tu pourras. Moi, ce que j'aimais faire, c'est dans mon propre graphique, sur 6 mois, je mettais un graphique à côté dans l'espace blanc à droite ici. Ici, là. Je mettais un graphique avec les pièces de données ici pour voir la croissance justement de l'audience ou la stagnation ou la décroissance si les gens n'aiment pas ton contenu. Fait ici, qu'est-ce qu'on veut voir? Je reviens à mes KPI, mes statistiques. On veut voir les modes de recherche. Fait d'où viennent les recherches pour les gens qui tombent sur ta fiche Google? Fait direct, découverte, par marque. Marque, c'est littéralement quand tu as un nom de marque qui est plus, comment je pourrais dire, mettons, qui est un mot inventé, par exemple. Ben, combien de fois les gens ils viennent par le mot qui est le nom de ta marque versus une recherche Google? Tu sais, s'ils tapent ton nom de site web, par exemple, ou ton nom complet, ils peuvent arriver par direct, ou quand les gens cherchent une marque, ils peuvent arriver par marque. Découverte, c'est qu'ils tombent sur ta page basée sur une recherche qu'ils ont faite. Fait que si je mets courtier immobilier, ben à quel point je tombe sur ta fiche à toi de courtier immobilier. T'sais. C'est l'idée ici. Pour savoir de où viennent les gens, ça va te donner un bon indicateur si ton site web est bien monté en termes de structure SEO. Fait que si tu es bien découvert, si tu as beaucoup de reviews sur ta fiche Google, ben probablement que les gens ils vont cliquer peut-être plus sur la tienne que d'autres parce qu'ils vont te comparer aux autres qui ont moins de reviews, etc., etc. Les sources pour trouver l'établissement, ça c'est pertinent que c'est un établissement, tu peux le comprendre, que si tu as un lieu physique, une crèmerie, name it, un centre de yoga, ben c'est intéressant de savoir si les gens ils te trouvent en cherchant centre de yoga près de chez moi, soit à Google Maps ou sur Google, pour être intéressant aussi. Après ça, tu veux voir c'est quoi les actions que les clients ou les clients potentiels ils font quand ils cliquent sur ta fiche Google.
Donc, tu veux savoir combien par mois, une période donnée, ils vont cliquer sur ton site Internet, le lien site Internet. Tu veux savoir aussi lesquels qui veulent se déplacer vers toi, lesquels t'appellent en cliquant sur le bout de ton téléphone et puis lesquels t'envoient un message sur Google My Business. J'ai utilisé une fois les messages, pas très populaires parce que c'est rare que les gens répondent. Quand les gens répondent, c'est quand même cool, mais t'es rarement en direct sur ta recherche Google quand tu écris à quelqu'un puis elle te répond. Fait que bref, c'est un peu différent. Juste faire une petite parenthèse ici, là, toutes les statistiques que j'explique, ils sont trouvables sur la plateforme. Fait que si tu vas sur Google My Business et tu cliques sur l'onglet statistiques, tu vas voir tous ces chiffres-là, puis il y en a d'autres aussi peuvent être intéressants, mais moi j'aime bien comptabiliser ceux-ci. Après ça, tu veux voir les vues des photos. Si tu publies des photos, en fait, de ton établissement, là, faire la distinction entre tes publications puis les photos de ton établissement. Les photos de ton établissement, c'est qu'est-ce qu'ils ont l'air de l'intérieur, mettons, puis les publications, c'est tes posts. Les posts que tu mets dans les... Comment ils appellent ça sur Google? C'est des messages. Ou je sais pas en anglais c'est quoi, mais message, c'est en français. Fait que là, tu as ici les vues de l'établissement, les établissements similaires, fait qu'ils te comparent avec le marché, des gens dans la même catégorie que toi. Fait que toutes les crèmeries seraient comparées ensemble. T'sais. Ensuite de ça, la prochaine section de Google My Business, c'est les mots-clés. Fait que tous les mots en ordre d'importance, ils sont dans tes statistiques Google. Tu veux les mettre, puis tu veux voir si tu n'as aucun mot, mettons, ça arrive, si tu n'as aucun mot qui est pertinent avec ta fiche Google ou ce que tu fais, ben c'est le temps d'améliorer ta fiche Google. Puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire assurer que ton username il est le bon, que ton site web il est le bon, que tu as une bonne description, que tu as peut-être des produits ou des services affichés sur ta fiche, que tu as tous les détails que les gens pourraient savoir, que tu as des publications qui expliquent ce que tu fais. Bref, plein de mots-clés qui aideraient Google à dire aux bonnes personnes de trouver ta fiche avant une autre. Fait que c'est ça que tu veux savoir quand tu compares les mots-clés. Ensuite de ça, site Internet, donc ton Google Analytics ou l'autre plateforme ou autre plateforme que tu utilises pour comptabiliser tes résultats. Ça, c'est vraiment plus au niveau organique, right? Fait que tu veux savoir, mettons, par mois, combien est-ce que tu as d'utilisateurs qui viennent sur ton site? Combien de ces utilisateurs-là sont nouveaux? Combien de visites que tu as en fonction de ces utilisateurs-là? Fait que est-ce qu'ils reviennent plusieurs fois? Combien de pages ils voient, ces utilisateurs-là? Et c'est où tes sources de trafic les plus populaires? Fait que est-ce que c'est Google? Est-ce qu'ils viennent, ils tapent dans Google directement ton simonpaquin.com, ton site web? Ils viennent-tu des médias sociaux? De où ils viennent? Tu vas avoir une idée de où est-ce que tu as le plus de trafic vers ton site web. Aussi, c'est intéressant de savoir, selon moi, les types d'appareils. Le type d'appareil va te permettre de savoir quoi améliorer sur ton site web. Fait que si, mettons, tu as 95% des gens qui viennent par mobile, ben peut-être que d'optimiser l'expérience client au niveau mobile sur ton site pourrait avoir un impact positif sur ta business. Le genre de réalisation-là que tu peux vouloir faire. Puis, si tu te rends compte que, mettons, dans les sources de trafic que tu as, la majeure partie, c'était Google Ads, puis Google organique est vraiment pas élevé, ben peut-être que tu paierais moins cher de Google Ads si tu avais un site web qui était beaucoup plus mieux structuré d'une manière à ce que les gens te trouvent sans devoir payer la publicité, sans que tu aies à devoir payer la publicité. Fait il y a plein, puis là, on pourrait aller dans les détails de corrélation entre plein d'indicateurs ici de statistiques, mais ce que tu veux, là, c'est commencer à les comptabiliser en fonction de tes plateformes. Bien sûr, si c'est un site web, je te le recommande aussi d'inclure ton site web là-dedans. Puis tes plateformes où tu publies ton contenu et de juste te poser des questions sur qu'est-ce qui peut affecter quoi. C'est ça l'attitude que tu devrais avoir vis-à-vis des statistiques. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Puis ça n'a pas besoin d'être long. Là. C'est comme, OK, j'ai pas eu beaucoup de nouveaux utilisateurs ce mois-ci, mais c'est drôle, j'ai mis aucun nouveau blog, je l'ai partagé nulle part. Peut-être qu'il y a une corrélation. La réponse à toutes les questions que tu vas te poser ici, c'est peut-être. Parce que tu dois faire des tests. Puis quand tu fais des tests, tu devrais avoir des variables, une variable à la fois qui changerait. Après ça, si on regarde le Google Search Console, si tu ne sais pas c'est quoi le Google Search Console, tape dans Google Search Console, ouvre ton compte, connecte ton site web. C'est super simple, c'est 2 étapes, là. C'est 2 clics. Tu connectes ton site web, puis là, après ça, ça va dire de la part de Google qui va analyser la performance de ton site en tant que compétiteur sur la plateforme de recherche qu'est Google. Mais ça va te dire, c'est quoi ton positionnement moyen? Il va te dire aussi le nombre de fois que les gens ont cliqué sur ton site web quand il est apparu devant eux. Apparu devant eux veut dire les impressions. Fait que le nombre d'impressions qu'ils ont eu. Après ça, c'est quoi ton CTR? C'est le pourcentage de clics versus les impressions. Fait que si tu as un click-through rate, c'est-à-dire de, mettons, 2%, ça veut dire que tu aurais 2 clics sur 100 impressions. Ben, ça veut dire que
pour toi en tant que tel, peut-être que tu pourrais améliorer comment que ton site apparaît sur Google. Fait que ça veut dire que tu pourrais améliorer le nom, le titre du site, les catégories, les pages, tout ça. Bref, tu pourrais parler d'un webmaster de tout ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de ton site, ou si c'est toi, d'étudier comment améliorer la sémantique de ton site. Fait que la hiérarchie des headers qu'on appelle, là, des catégories de titres, pour voir qu'est-ce qui apparaît quand les gens ils le trouvent sur les moteurs de recherche. Puis peut-être que ça améliorerait ton click-through rate. Et de par le fait même, Google va augmenter ton positionnement moyenne théoriquement. Cool à savoir, ça ici. C'est vraiment l'opinion de Google de ton site web. T'sais. Maintenant, même chose que sur Google My Business, tu veux avoir les indicateurs ici, tous les mots-clés sur lesquels ton site web il rank, entre guillemets. Rank, là, c'est tous les mots qu'il y a dessus qui fait en sorte que il apparaît sur les internets, là, dans Google. Si je continue, puis je te parle d'Instagram. Instagram, on veut savoir le nombre de publications publiées. J'aime ça tracker le nombre d'abonnés qui augmente ou qui reste stagnant. Souvent, les clients qui ont beaucoup de succès, là, ils trouvent un moyen d'exploser leur nombre d'abonnés pour avoir plus d'impressions, qui augmente leur nombre d'interactions, qui fait en sorte qu'ils ont plus de visites de profil, qui atteignent plus de comptes et puis qui ont beaucoup plus de visites sur leur site web. C'est une belle grosse formule globale ici. Fait que si tu augmentes ton nombre d'interactions, ça veut dire que tu as eu plus d'impressions, ce qui veut dire que tu as plus d'abonnés, ce qui veut dire que est-ce que c'est en relation avec ton nombre de publications ou pas? Fait que ça va te permettre vraiment d'analyser. Puis ça, c'est genre les chiffres qu'on va pouvoir regarder dans les appels Q&A ensemble, qu'on pourra analyser. Puis ça va être cool à savoir si te donner des pistes de réflexion, des pistes. Si tu vois, ça m'excite, je vais en parler. Là. Ça va t'aider à savoir si ce que tu fais est bon ou qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Je vais te donner des cues de mon expérience ici. Facebook, qui aura probablement un nouveau nom au moment où tu regardes ça. J'aime les mentions j'aime d'une page, la portée de tes publications sur une période donnée, bien entendu, tout le temps par mois. Le nombre de gens qui t'ont recommandé. Ça dépend des industries. Des fois, les compagnies de produits, j'aime les produits de consommateurs, si on veut. Fait que, mettons que c'est un produit cool, un stylo, j'utilise tout le temps le stylo, mais comme ou bien un blush quelconque. Là, ben, des recommandations sur Facebook, c'est des beaux témoignages de gens qui l'ont potentiellement utilisé. T'sais. Pardon. Après ça, les interactions, les visionnements des vidéos. C'est important de catégoriser en fait, de quantifier les résultats de visionnement des vidéos avec la métrique que Facebook juge comme étant utile, c'est-à-dire que quand il calcule au minimum que les gens l'ont regardé 3 secondes. Fais juste le savoir en tête que c'est ça leur métrique d'analyse de vidéos. Ça veut pas dire que tes vidéos de 7 minutes sont bons. Ça veut dire que Facebook, le nombre de vues qu'il te donne, c'est basé sur un minimum de 3 secondes, à moins que ça l'ait changé. Mais garde ça en tête quand tu comptabilises tes vues de vidéos. Ça veut pas dire que parce que t'en as beaucoup que c'est des bonnes vidéos ou que les gens regardent au complet. T'sais. Tu peux voir la rétention individuellement dans chaque vidéo, chaque statistique de chaque vidéo aussi. T'sais. Après ça, ton audience. J'aime savoir, en fait, j'aime dénoter c'est quoi le pourcentage du sexe de l'audience. Soit 50% féminin, 50% masculin, puis les tranches d'âge aussi. Tu n'as pas besoin de tout mettre les datas ici, mais tu peux mettre, mettons, c'est quoi le pourcentage de femmes, c'est quoi le pourcentage d'hommes, juste d'un point de vue macro, puis c'est quoi ta plus grande catégorie de tranches d'âge. Fait que, mettons, c'est-tu 25-34, c'est-tu 55-75, limite ceux qui existent, là, tu peux choisir celles qui existent. Ça va te permettre de savoir si tu, communiques avec la bonne génération. Ça, c'est important parce que peut-être qu'une plateforme s'adresse ou est plus performant comme, mettons, Facebook versus Instagram. Facebook, selon les statistiques dans les dernières années que j'ai observées versus par rapport à des pages de compagnie, là, ben, Facebook est beaucoup plus âgé que Instagram dans certaines sphères. Mettons qu'une compagnie d'assurance, il y a beaucoup plus de gens qui vont interagir, qui ont, mettons, 45 et plus, que sur Instagram, c'est plus du 25-34. Fait que ton message doit s'adapter à la plateforme, mais aussi la plateforme, elle te dit qu'il y a une audience qui a une principale génération différente sur cette plateforme-là. Puis ça, c'est vrai dans la mesure où si tu regardes Snapchat, c'est beaucoup plus jeune l'audience qu'il y a dessus. Et toutes les plateformes ont des genres de générations comme audience. Puis ces générations-là, c'est vraiment important que tu sois conscient qu'ils existent sur les plateformes parce que ça peut te permettre de bâtir, ta clientèle de demain ou de parler à la clientèle qui est juste en dessous d'un point de vue générationnel de celle que tu veux cibler pour qu'ils influencent les gens que tu veux cibler. Écoute, il y a plein de stratégies qu'on pourrait avoir, puis là, ça devient juste intéressant de pousser la machine plus loin que ça, mais je pense que ça dépend de chaque personne. Puis au début, c'est important de juste quantifier tes résultats. Maintenant, LinkedIn. Même principe que les autres plateformes. LinkedIn, c'est différent parce que ça, c'est les statistiques que tu peux avoir sur ta page professionnelle sur LinkedIn.
Puis comme tu te rappelles, je ne recommande pas de publier quand tu commences, du moins sur ta page professionnelle LinkedIn, à moins que ce soit des choses plus informatives ou génériques pour que ça soit comme actif ta page, et ou à moins que tu veuilles faire des publicités avec ta page, juste d'avoir un peu de contenu dessus, ça vaut la peine. Parce que tu vas avoir beaucoup moins d'engagement que si tu as des bonnes publications qui connectent émotionnellement avec des gens sur ton profil personnel. Fait que tu peux ignorer ou ne pas ignorer, tu peux les quantifier ici si tu veux, mais historiquement, tu n'auras pas des gros chiffres sur les éléments de ta page professionnelle sur LinkedIn. C'était ça que je voulais dire par rapport à LinkedIn. YouTube. YouTube, YouTube donne beaucoup de statistiques puis beaucoup de résultats très... Comment je pourrais dire ça? YouTube te donne beaucoup de résultats qui sont directement liés à la proportion des efforts et de la pertinence que tu mets dans tes contenus. Fait que, tu sais, si tu fais des bons contenus régulièrement, ben, YouTube va te donner plus de chances d'être vu. Fait que plus d'impressions, un meilleur taux de clic, plus de spectateurs uniques qui vont revenir si tes contenus sont bons, avec un taux de visionnement, ça c'est ta rétention, tu sais, un taux de visionnement qui est plus élevé. Puis après ça, si tu as une moyenne de visionnement par utilisateur qui est plus que 4 ou 4 et en montant, ça veut dire que chaque personne a vu au moins 4 de tes vidéos, ce qui fait en sorte que là, YouTube, il reçoit un Hey, by the way, ce gars-là, il y a des bonnes, ou cette fille-là, il y a des bons vidéos, fait que montre-la à potentiellement d'autres personnes, puis c'est un effet de boule de neige, là, tu sais. Comme j'expliquais plus tôt, les sources de trafic pour YouTube, c'est vraiment, vraiment important que tu remarques là, que si ça vient des vidéos suggérées, donc c'est-à-dire que ça apparaît dans la barre de droite ou la barre des vidéos à écouter prochainement d'une autre personne, ça veut dire que tu as des bons vidéos parce que les gens, ils cliquent dessus. Suggérer, c'est le nerf de la guerre. Si tu regardes mon PDF là, de stratégie pour YouTube que j'ai donné, je pense, à la semaine 3, tu vas avoir des bons bonbons dedans, justement. Fait que tu mets ici des statistiques pour YouTube. Ensuite de ça, ton infolettre. L'infolettre, ça dépend de la plateforme que tu utilises. Il y a des indicateurs de performance qui vont être différents en fonction de la plateforme parce que ça dépend des industries aussi. Ici, si je me rappelle bien, c'était basé dans le temps où je le calculais, là, c'était sur MailChimp principalement. Maintenant, je migre tous les éléments d'infolettre et de recommandations que je fais sur ActiveCampaign parce que tu peux intégrer, en tout cas, c'est mon expérience, là, tu peux intégrer beaucoup plus facilement ActiveCampaign dans tout ce qui est les funnels publicitaires, les tunnels de conversion publicitaire. C'est comme un CRM marketing plus complet, je dirais, ActiveCampaign que les autres joueurs qui ont sur le marché en ce moment. Ça, c'est ma recommandation qui est éphémère, si on veut, parce qu'au moment où tu vas regarder ça, peut-être que je vais avoir une autre recommandation. C'est pour ça que je ne recommande pas nécessairement de logiciel précis outre ce que j'utilise. Mais ça peut changer. Fait que si tu te poses des questions sur si c'est le logiciel que tu recommandes encore aujourd'hui, utilise Skool. Dans Skool, pose la question, ou en fait, va dans la section communauté en haut, la petite barre de recherche, tape ActiveCampaign ou infolettre, puis tu vas voir toutes les conversations qu'on a eues récemment reliées aux infolettres des gens qui ont posé des questions. Ensuite de ça, c'est pas très sorcier. Tu regardes ton nombre d'abonnés, ton taux d'ouverture. Tu peux idéalement comparer à la même industrie si c'est disponible. Tu vois ton taux de clic sur ces infolettes-là. Honnêtement, le plus haut sera le mieux. Ça dépend encore de ton industrie. Dans plusieurs genres d'industries, c'est drôle parce que quand je t'ai enseigné comment faire des bonnes infolettres plus tôt, si tu utilises cette stratégie-là de funny email, si on veut, là, de courriel qui est beaucoup plus personnel, dans toute industrie confondue, j'ai vu des chiffres qui n'avaient pas rapport avec la moyenne de l'industrie. Genre des gens qui avaient, mettons, 50% de taux d'ouverture versus une moyenne de l'industrie de 7%. Juste parce que le format interpelle plus l'humain de l'autre bord de l'écran qui rouvre ton email. C'est important de le considérer, ça. Maintenant, si je continue puis je te parle de podcast, publication, le nombre de publications publiées, la taille de ton audience sur Anchor, il te le donne, le nombre de téléchargements par épisode ou total, en fait, le nombre de téléchargements total que tu voudrais mettre qui augmente d'un mois à l'autre, puis tu voudrais avoir le nombre d'écoutes par épisode, fait combien est-ce que de gens individuels écoutent tes épisodes, où est ton audience, quand même pertinent si t'es pour faire des événements après ça de podcast, de savoir que tu as peut-être 75% de ton audience qui est à Shanghai, là, je dis n'importe quoi. Là. Après ça, tu veux voir les sources de téléchargement. Bien entendu, si tu utilises Anchor, tu vas avoir le chiffre d'Anchor. Anchor étant le distributeur de podcasts ici. Là. Après ça, iOS qui était Apple, Spotify, Google Podcasts ou Android, ou il y a d'autres plateformes de téléchargement, mais sensiblement, ça, c'est les gros joueurs. C'est comme les 80% des plateformes où tu vas te faire télécharger ton podcast, si on veut. Twitter, j'aime... c'est différent Twitter parce que tu peux tweeter beaucoup plus que tu peux publier sur Facebook, selon moi, sans nuire à ton audience ou nuire, si on veut, à l'expérience que les gens vont avoir en ligne. Fait que souvent, tu as un gros chiffre ici.
Puis il n'y aura pas nécessairement de corrélation entre le nombre de publications et ton nombre d'impressions, parce que peut-être que tu en as une sur 20 qui va donner 80% de tes impressions ce mois-là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Beaucoup d'impressions, c'est intéressant, mais l'engagement, comme je te mentionnais tout à l'heure, c'est encore plus important. Donc, ton pourcentage d'engagement, très, 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 très important ici. Fait que, puis remarque quand il est disproportionnellement plus élevé. Souvent, quand tu as plus d'engagement, tu as beaucoup plus d'abonnés. Puis tu vois, ici, j'ai pas mis le nombre d'abonnés parce que ce que tu veux réellement sur Twitter, ben, premièrement, je pourrais le rajouter, là, mais ce que tu veux, c'est voir le nombre d'impressions basé sur l'engagement, puis après ça, voir ton audience, la grosseur, là, je vais le rajouter là, d'ailleurs, là, mais la grosseur de ton audience sur Twitter n'est pas nécessairement de corrélation avec la popularité de tes contenus. Tu peux considérer que plus tu as d'abonnés, plus tu es populaire, mais peut-être que tu as seulement 2% de ton audience qui utilise Twitter activement. Fait que c'est pas un élément qui est hyper descriptif, là, qui te donne la valeur sur la qualité de ton audience. Contrairement à l'engagement, si à chaque publication que tu fais, tu as 50% de ton engagement, c'est-à-dire que si tu rejoins 1000 personnes puis il y a 500 personnes qui commentent, par exemple, là, ben, ça veut dire que tu touches encore plus quelque chose d'important ici. Fait que c'est pour ça que l'engagement, toute plateforme confondue, selon moi, est un meilleur indicateur de performance. Puis ça s'est représenté différemment. On voyait mettons sur YouTube, ben c'est le pourcentage de vidéos suggérées qui est important. Sur l'infolettre, c'est pas nécessairement le taux de clic. Le taux de clic pourrait être la première barrière à bâtir, mais ça, c'est intéressant si on regarde ici, là, au niveau de l'infolettre. Fait au niveau de l'infolettre, qu'est-ce que je voudrais regarder comme détail, si on veut, c'est les gens qui liraient théoriquement le courriel au complet, right? Puis comment tu fais pour savoir ça? Ben, tu peux par des logiciels ou tu peux juste stratégiquement mettre un bouton ou un lien à cliquer dans le bas de l'infolettre, puis voir le chemin de la personne. Fait que si la personne, elle a ouvert l'infolettre, après ça, elle a lu au complet, puis elle a cliqué sur le lien, ça veut dire qu'elle a théoriquement lu l'infolettre au complet. Donc, le nombre de liens qui a été cliqué dans ton infolettre, je parle bien, là, pas pour l'ouvrir, ben, ça serait comme un bon indicateur que ton contenu a gardé l'attention de la personne jusqu'à la fin. Intéressant, right? Donc, c'est ça. Fait que je vais te rajouter les abonnés ici, mais c'est ça que je voulais dire. Fait que des types d'engagement, tu as retweet, tu as les liens cliqués, puis tu as les réponses que tu pourrais obtenir suite à un tweet que tu aurais publié. Maintenant, on a regardé le rapport, tu sais comment analyser tes chiffres. Mais en fait, tu as quantifié, tu as documenté tes chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres-là? C'est important, cet élément-là aussi. Maintenant que tu as créé ton contenu, comptabiliser tes statistiques après 30 jours, 90 jours à chaque semaine, il ne te reste que l'analyse de celle-ci à faire pour en tirer des conclusions qui devraient t'aider à améliorer ta stratégie de contenu et aussi celle de ta marque, ta stratégie de marque globalement. Fait que voici ce que tu peux en tirer comme type de conclusion en analysant tes chiffres après une période de 90 jours ou 3 mois ou à chaque mois sur 3 mois. T'sais. Tout d'abord, tu ne devrais jamais prendre de décision. En fait, tu ne devrais pas prendre de décision, selon moi, sans comparer les tendances de tes résultats organiques et ou payants, là, mais organiques dans la mesure de notre analyse de KPI de branding ici, fait que basé sur ta création de contenu, sensiblement, là, sur une période de moins de 90 jours pour plusieurs raisons. Puis ça, c'est, comme je te dis, c'est des résultats organiques sur une période au moins de 90 jours. Parce que si c'est ton premier 90 jours, ben, tu vas apprendre énormément sur la plateforme de ton choix ou comment l'utiliser. Puis en d'autres termes, ce qui fonctionne bien ou pas pantoute, ce que ton audience préfère ou pas du tout. Fait qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment élevée au début, mais qu'à un certain moment donné, tu dois être beaucoup plus stratégique qu'apprendre à comment utiliser la nouvelle caméra qui vient de sortir, par exemple. Cette théorie-là ici, là, d'analyse sur 90 jours, c'est pas applicable dans tous les business, right? Oui, c'est bon d'avoir un mindset qui vise à long terme, mais peut-être que si tu te rends compte dans tes publicités, puis là, je suis pas un expert encore en publicité, mais si tu te rends compte dans tes publicités que tu perds 50 000 $ par jour, peut-être que tu voudrais pas attendre 90 jours avant de faire un changement quelconque, là, t'sais. Puis par perdre, je veux dire que c'est pas rentable. Là. Après ça, on n'arrive pas à des conclusions en dessous de 90 jours parce que quand on parle de bâtir une relation de confiance avec ton audience, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis tu dois laisser littéralement le temps de faire sa part des choses. Faut que tu laisses le temps aux gens d'apprendre à te connaître ici. Fait que concentre-toi pendant ce temps-là. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pendant ce temps-là? Concentre-toi sur ce que tu contrôles et assure-toi de toujours impressionner ton audience que par l'utilité et la qualité de ton contenu. Bon, 90 jours plus tard, qu'est-ce qu'on devrait penser en regardant notre tableau? Tu sais, les tableaux qu'on vient de remplir. Bien, premièrement, tu pourrais vouloir regarder la corrélation entre le nombre d'abonnés et ton nombre de publications publiées.
Est-ce que lorsque tu as augmenté ou diminué ta fréquence de publication, tu as obtenu un meilleur ou pire résultat en matière d'engagement avec ton audience? Est-ce que tu devrais augmenter ou diminuer ta quantité de publication? C'est le genre de questions que tu pourrais te poser pour savoir si ça a un effet positif sur tes résultats, sur ton objectif. Après ça, tu pourrais aussi arriver à la conclusion que tu n'es peut-être pas sur la bonne plateforme ou que tu n'utilises pas le bon médium, c'est-à-dire la bonne manière de créer ton contenu. Si tu vois aucun engagement sur tes publications en lien avec le genre d'audience que tu souhaites atteindre, c'est peut-être un indicateur qu'il y a de quoi au niveau de la communication, vulgarisation, tendance, choix de plateforme qui est peut-être pas bien aligné avec ta business. T'sais. Fait à réfléchir. C'est une opportunité pour réfléchir ici. Une autre forme, ben, ça pourrait être la forme d'observation. Une autre forme d'observation, en fait, que tu pourrais faire pour être relié à ta stratégie, pourrait être la corrélation entre ton audience, tes efforts et la plateforme. Un petit peu comme je viens de dire, tu sais. Fait que tu observes, dans le fond, une rétroaction positive. En fond, ici, tu veux te demander si tu observes, dans le fond, la question, c'est ça, c'est est-ce que tu observes une rétroaction positive sur ces trois fronts jumelés ensemble? Fait que est-ce que tu crois que tu as la bonne audience, tu mets les bons efforts, mais n'obtiens pas les résultats qui sont qualitatifs sur la plateforme de ton choix ou quantitatifs? Ben, je te suggérerais ici de changer une variable à la fois. Fait que ce soit ton audience, tes efforts ou la plateforme. Modifie pas les trois en même temps parce que tu ne sauras pas s'il y a un changement, ça vient de laquelle directement, right? Fait que tu veux vraiment t'assurer de comprendre si... Ça, c'est trois exemples de ce que tu pourrais vouloir arriver à des conclusions avec les chiffres. Trois exemples. C'est important de le savoir que c'est des exemples ici. Parce que tu peux arriver à des conclusions différentes dans ta business à toi. Faut pas prendre ce que tu vois à l'écran comme du cash nécessairement. Ouf! C'était un gros module, mais très, très, très important néanmoins. Fait que qu'est-ce qu'on a regardé aujourd'hui? On a regardé les grandes catégories de KPI dans ta business, ton entreprise, ton marketing et de branding, dans ton identité de marque. On a regardé d'où proviennent tes résultats, fait que les inputs versus les outputs. On a regardé comment déterminer tes trois KPI, fait que de macro à micro, les gros aux petits. On a regardé qu'est-ce qui était potentiellement des mauvais KPI, fait que qu'est-ce qui pourrait être perçu comme des mauvais KPI. Et puis, on a regardé comment comptabiliser tes statistiques à chaque mois. Et bien entendu, quoi faire avec. Fait que là, tu as plein d'outils, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir à analyser tes chiffres. En fait, si je pourrais donner un devoir qui n'est pas vraiment un devoir, là, mais c'est essaie de mettre clairement sur une feuille, noir sur blanc, quelques indicateurs de performance. Puis, by the way, tu peux utiliser les miens que je donnais comme exemple. C'est des bons KPI selon moi. Mais essaie de regarder qu'est-ce que tu voudrais mesurer de plus que les chiffres ou les résultats de la plateforme. Qu'est-ce que tu aimerais mesurer comme résultat basé sur ta propre stratégie de marque et de business? Fait que c'est comme un devoir, pas devoir. Sur ce, on se voit à la semaine 6, qui va être la dernière semaine de contenu actuellement, dans la forme de ce programme. Si par hasard, tu vois qu'il y a d'autres semaines de contenu, ça veut dire que j'ai donné du bonus avec le temps, et puis que tu es sûrement à la version 3 et plus du programme. Fait que, chanceux. Semaine 6, on va regarder les équipements. Fait que les équipements pour avancer, l'équipement, le gear, là, tu sais, si tu regardes la petite caméra, là, fait que l'équipement, là, tu sais, une caméra, qu'est-ce que je recommande quand tu commences? Pas nécessairement basé sur le budget, parce que je crois qu'il y a un standard minimal que tu dois avoir en termes d'équipement quand tu dépasses l'étape d'avoir ton cellulaire pour faire tes contenus. Là, tu sais, quand c'est que ton cellulaire pour faire tes contenus, il y a comme des minimums de genre d'équipement que je vais recommander par mes préférences d'expérience. Encore là, subjectif. Fait que je vais te parler d'équipement, ton mindset vis-à-vis de l'équipement. Je vais te parler d'équipement pour beginner, donc débutants, et équipement pour gens qui sont avancés. Sur ce, on se voit la semaine prochaine dans le prochain module. Bye!